Prix des lecteurs Étrange Lecture 2020-2021. Jeu blanc, un roman de Richard Wagamese, traduit de l'anglais par Christine Raguet, paru aux éditions Zoé en 2017. Deuxième extrait. Tout ce que je connaissais d'Indien disparut au cours de l'hiver 1961, quand j'avais 8 ans. Ma grand-mère Naomi était alors très vieille. Elle était la matriarche de la petite bande dans laquelle j'étais né. Nous vivions encore dans les forêts à cette époque. Nous avions très peu de contact avec quiconque, en dehors des Tsarnagush du poste de traite du Nord à Minaki, où nous apportions nos fourrures et nos baies, ou de temps à autre avec un groupe d'Indiens qui tombaient sur nos camps au cours d'un déplacement. Au moindre signe de l'approche d'un étranger, notre grand-mère s'empressait de nous emmener dans la forêt, mon frère Benjamin et moi. Nous y restions jusqu'au départ de l'étranger, même si ça prenait une journée ou plus. Il y avait un spectre au sein de notre camp. Nous percevions l'ombre de cet être obscur dans les rides du visage de notre mère. Parfois, elle se blottissait auprès du feu, serrant et desserrant les poings, les yeux semblables à des lunes sombres à la lumière des flammes. Elle ne parlait jamais dans ces moments-là, ne pouvait jamais être réconfortée. J'allais vers elle, je lui prenais la main, mais elle ne me remarquait pas. C'était comme si elle était sous l'influence d'une puissante médecine qu'aucun chaman n'avait le pouvoir de combattre. Le spectre vivait dans d'autres adultes aussi, mon père, mon oncle, ma tante. Mais c'est dans ma mère que sa présence était la plus effrayante. L'école, murmurait-elle alors. L'école. C'était à l'école que Naomi nous soustrayait. C'était l'école qui avait tellement fait plonger ma mère au fond d'elle-même que parfois elle cessait d'exister dans le monde extérieur. Naomi avait vu les adultes de notre camp enlevés lorsqu'ils étaient enfants. Elle les avait vus revenir lourds d'un chagrin sur lequel il n'y avait aucune prise. Et quand mon grand-père mourut, elle ramena toute la famille vers les terres ancestrales, dans l'espoir que le mode de vie au Ojibwe pourrait les guérir, pourrait soulager leurs souffrances. Hormis mon frère, j'avais une sœur que je n'ai jamais connue. Elle s'appelait Rachel et elle disparut l'année précédant ma naissance. Elle avait 6 ans. Les Tsarnagush sont arrivés d'au-delà de l'eau, nous dit notre grand-mère, à Benjamin et moi, un jour où nous étions cachés dans les arbres. C'était la fin août, et de retour du camp d'été près du lac Wanman, nous revenions nous installer près de la rivière. Nos canots étaient remplis de baies. Nous avions projeté d'aller les vendre à Minaki et d'y acheter des provisions pour l'hiver. Nous étions fatigués. Je n'ai jamais imaginé qu'ils viendraient à l'aube. Moi, j'ai toujours pensé que les Tsarnagush dormaient tard, comme de vieux ours gras. Mais ils sont entrés dans notre camp et j'ai tiré mon vêtement sur Benjamin, qui était si petit que j'ai pu le dissimuler à leur vue. Mais ils ont trouvé Rachel et l'ont emmenée dans leur bateau. Je suis resté debout sur les rochers pour les regarder. Eux, ils avaient un bateau avec moteur. Et quand ils ont passé le coude de la rivière, je me suis dit que les choses pouvaient se dérober bien vite à notre vue. Les cris de Rachel flottaient dans l'air comme la fumée d'un feu de bois vert. Mais ils ont pourtant fini par s'évanouir et il n'est plus resté rien d'autre que le sillage de ce bateau qui revenait claquer sur les rochers à mes pieds. C'est tout ce qui me reste d'elle à présent, le clapotis de l'eau sur les rochers. Chaque fois que je l'entends,
Je me rappelle de cette aube où les hommes blancs sont venus nous enlever Rachel. Nous nous cachions donc des hommes blancs. Benjamin et moi développâmes l'ouïe fine des gens de la forêt. Quand nous détections le ronronnement d'un moteur, nous savions qu'il fallait courir. Nous saisissions la main de la vieille femme et nous filions au milieu des arbres pour y trouver un endroit où nous mettre à l'abri jusqu'à ce que nous soyons certains qu'il n'y avait plus de danger. J'appris l'anglais en même temps que l'Ojibwe. Mon père m'a appris à lire dans des livres de Tsao à gauche. Il me montrait comment former les sons en traçant les lettres du bout du doigt pour me guider. Il paraissait dur, ces mots de l'homme blanc, anguleux et pointus sur ma langue. La vieille Naomi luttait contre cet enseignement, en essayant de jeter les livres au feu. Ils viennent sous d'autres formes, eux, les Tsao à gauche. Leur langage, leurs histoires peuvent emporter aussi rapidement que leurs bateaux. C'est ainsi que je grandis dans la crainte de l'homme blanc. Il s'avéra que j'avais raison. En 1957, quand j'avais 4 ans, ils prirent mon frère, Benjamin. La vieille femme et moi étions en train de ramasser des racines dans une clairière derrière les arbres qui poussaient au bord de la rivière. Les hommes et mon frère étaient au pied de rapide, en train de poser des filets maillants. L'avion arriva de l'ouest et nous ne l'entendîmes pas assez tôt. Naomi et moi réussîmes à atteindre une cavité dans les rochers, mais les hommes et mon frère n'avaient nulle part où aller. L'avion bloqua toute retraite et nous sortîmes à 4 pattes de notre fissure dans les rochers pour voir ces hommes de l'avion descendre un canot à l'eau et forcer le canot de ma famille à rejoindre la rive opposée. Ils avaient des fusils, ces Tsao à gauche. Je crois que s'ils n'en avaient pas eu, mon père et mon oncle les auraient chassés et que nous nous serions enfuis dans le pays d'en haut. Mais ils tinrent mon frère sous la menace d'un fusil et le poussèrent dans l'avion. Au camp, ma mère s'effondra sur le long rocher qui s'étendait jusqu'à la rivière. Personne ne put la faire bouger. Elle restait là pendant des jours. Et ce n'est que la fraîcheur des premières pluies d'automne qui la fit se lever et revenir auprès du feu. C'est alors qu'elle fut perdue pour moi. Je pouvais le voir. Elle était décharnée, vidée d'avoir pleuré pendant des journées entières. Sa peau était une tente sur ses os. Quand Benjamin disparut, il emporta une part d'elle-même avec lui, et personne ne put rien faire pour combler ce vide. Mon père essaya. Il ne quitta jamais son chevet des semaines durant. Mais maintenant qu'elle avait perdu 2 enfants, elle ne dirait plus jamais rien d'autre que l'école. Des mots comme une meurtrissure dans l'air. En conséquence, il la laissa, et mon oncle et lui descendirent la rivière à la pagaie pour aller vendre des baies. Lorsqu'il revint, ils ramenèrent l'homme blanc avec eux sous forme de bouteilles brunes. Des esprits, les appelait Naomi, de mauvais esprits. Ces esprits faisaient bouger les adultes de curieuse façon, avec des mouvements saccadés, et leurs paroles étaient déformées. Je m'endormais au son de rires diaboliques. Parfois ma mère se levait en titubant et dansait autour du feu. Son ombre se projetait sur la peau tendue de la tente, telle la silhouette d'un squelette. Je serrais mon vêtement autour de ma gorge, m'étendais à la place que mon frère occupait autrefois et j'attendais que le sommeil m'emporte. Par les nuits claires, la vieille femme et moi nous asseyions sur les rochers au bord de la rivière. Les étoiles faisaient des moulinets au-dessus de nous et nous entendions les loups s'appeler. Naomi me racontait des histoires des temps anciens. Elle me parlait de mon grand-père et du savoir de médecine qu'il portait en lui. Une bonne médecine, une médecine puissante, Ojibwe.
La rivière, rayonnante à la lueur de la lune du nord, dessinait des méandres. Dans les arabesques de ces remous, je croyais parfois entendre des chants en langue ojibwé, des chants d'honneur qui m'élevaient au-dessus de la douloureuse absence de mon frère. Cette voix me donnait des forces, tout comme la main ferme et chaude de Naomi sur ma fragile omoplate. Après la disparition de Benjamin, ma famille quitta la forêt et les berges de la rivière. Un jour, nous partîmes en canot et laissâmes le camp derrière nous. Ma grand-mère vint elle aussi, bien qu'elle se soit prononcée contre ce déplacement. Alors, ma mère semblait ne presque plus rien peser. J'étais toujours surpris de constater qu'elle laisse des empreintes. Elle n'était plus que de l'air. Ses yeux étaient vides et elle marchait courbée en deux, comme une vieille femme. Mon père supportait tout cela dans un silence stoïque. Mais quand il soulevait une hache, il décrivait un arc de colère. Quand il dépeçait un chevreuil, l'incision du couteau était plus cruelle. Cette énergie si brutale et si dense était à l'opposé de celle de ma mère. Mes deux parents s'étaient mis à consommer la boisson des Tsao-Nagush et nous quittions la forêt à sa recherche. Nous suivions le whisky jusqu'au camp provisoire des Sans-Mêlés qui se rassemblaient sur les terres abandonnées autour des villes d'industrie du sillage dans l'attente des petits travaux qu'on voulait bien leur concéder, du travail d'Indien. C'est ainsi que les gens des moulins à scie et à papier l'appelaient. Les hommes et les garçons arpentaient la forêt pour y couper les arbres morts et traîner les billots jusqu'à des endroits dégagés où des débusqueuses pouvaient les récupérer. C'était leur boulot de dégager les mauvais arbres qui rendaient l'abattage du bois de première qualité plus difficile pour les bûcherons blancs. Il n'y avait pas de tronçonneuse. Les métis et les Indiens coupaient tout à la main avec des scies à bûches et des haches. C'était un travail violent pour un petit salaire et ce qui était versé était rapidement bu. Il n'y avait pas beaucoup de gamins dans ces camps. La plupart d'entre eux avaient été enlevés par les hommes du gouvernement. Que personne ne soit jamais venu me chercher attestait plutôt de la nature invisible de nos vies que de la chance. Je tirais le chariot sur les routes boueuses et pleines d'ornières qui traversaient le village de Tente pour atteindre les limites désolées de la ville où vivaient les pauvres blancs, afin d'y vendre du bois de chauffage que nous, les gamins, nous cassions à la main, les gens du bois brisé. C'est ainsi que nous appelaient les Tsao-Nagush des moulins à papier, les gens du bois brisé. Nos vies ne furent plus que des marches pénibles d'un village de Tente à l'autre. Parfois, il y avait une cabane de toile goudronnée abandonnée que nous pouvions appeler maison, mais pour l'essentiel, nous vivions avec les autres, tout aussi déplacés que nous dans des toiles de tente disposées en cercle autour d'un feu central. Nous partagions la chaleur et la nourriture que nous avions. J'appris à prendre les lapins au collet, à voler des poulets. Je développais un dégoût pour l'affecte odeur de soufre en même temps que j'appris à supporter la puanteur du chien rôti, la morsure de la tisane à la résine de pain pour faire passer les sandwichs au saindoux qui constituaient notre nourriture de base. Naomi me racontait des histoires, me tenait à l'écart des adultes quand ils étaient sous l'emprise de la boisson. Elle me montra comment dépouiller les écureuils et les marmottes que nous attrapions parfois dans ces bois clairsemés. Nous nous installâmes à Reddit pendant l'hiver 1960. Il y avait beaucoup de travail pour les hommes là-bas. Nous réussîmes à acheter un poêle pour notre tente
et nous traversâmes les lunes des neiges profondes dans un confort dont nous avions oublié l'existence. Dans cette atmosphère porteuse d'espoir, mon père, du moins. Il y avait plus d'argent pour la nourriture et je cessais de casser les bouts de branches qui dépassaient de la neige pour les traîner dans mon chariot. Au printemps, j'avais grandi, j'étais devenu souple et maigre. Ce printemps-là, nous cueillîmes champignons, légumes verts, oignons sauvages. Un ruisseau courait depuis un lac de tourbière jusqu'au cours d'eau principal et ma grand-mère me montra comment ouvrir un sac de jute et y piéger les meuniers qui remontaient la rivière pour pondre. J'appris à les nettoyer avec de rapides mouvements de couteau et à utiliser les tripes comme appât pour les lignes de nuit que je posais afin qu'elles dérivent dans le courant de la grande rivière. Nous fumions ces poissons. Parfois, nous les enduisions d'épaisses couches de glaise et nous les cuisions dans le feu. Ma grand-mère faisait des aiguilles de leurs arêtes pour coudre les boutons de mes chemises bien abîmés. On commençait à avoir l'impression qu'on pourrait se construire une vie à nous, aux abords de cette ville primitive. Vint l'été, presque tous les soirs, ma mère était assise avec nous, auprès du feu, même si elle portait toujours en elle cette profonde tristesse. Puis Benjamin sortit de la forêt. À suivre.